Ave Maria, chers amis auditeurs et auditrices, merci d'être toujours à l'écoute de votre émission Aéropage. Aéropage pour ce mois. Nous sommes toujours avec la sœur Danielle Plia. Elle est avec moi, Nazaire Napoléon Alagbé. Nous allons vous parler. On avait déjà commencé par vous entretenir sur comment il faut amener votre corps à se défendre contre les maladies. On était dans l'émission passée sur les microbiotes et on a fini de parler de ça. Sinon, Danielle Plia vous a entretenu sérieusement sur ce que c'est que les microbiotes. Daniel, Ave Maria. Ave Maria, frère Nazaire. Voilà. Je salue tous les auditeurs. Et nous sommes encore au rendez-vous. Oui. On bénit le Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous donne. Nous allons prier pour démarrer cette émission. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour démarrer cette émission. Gloire et louange à toi, Esprit Saint. Gloire, adoration et bénédiction à toi, Seigneur Jésus. Et à Dieu le Père, toute gloire. Nous te saluons, Seigneur, et nous te confions notre travail de ce jour et de ce moment. Que tout ce que nous dirons, que tout ce que nous évoquerons serve ta gloire et fasse venir ton règne. Nous avons mis notre foi en toi. Nous te remercions d'accroître nos capacités pour mieux te servir. Bénis nos corps, bénis notre intelligence. Assiste-nous par tes dons d'intelligence, de connaissance, de sagesse et de force. Oui, Esprit Saint, toi qui es l'époux de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, intercède pour nous, afin que nos vies et toutes nos activités glorifient Jésus-Christ, notre Seigneur, et que chaque jour, nous soyons des serviteurs fidèles et obéissants pour sa plus grande gloire. Amen. Amen. C'est vrai, il est notre ami, fidèle, tendre, et notre compagnon de tous les jours. Compagnon de tous les jours, tous vraiment. les jours. C'est formidable quand Vraiment. on est avec Jésus. Exactement. Ne pas l'avoir, je me dis quelle misère. Vraiment, il est extraordinaire. Voilà. Sœur Danielle, voilà, nous sommes en plein pied dedans. Nous avons parlé la fois passée des microbiotes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez nous définir sur les arsenaux de guerre? Voilà, alors c'est vraiment passionnant. J'ai eu beaucoup d'échos la dernière fois. Si, moi aussi. Hein? Après donc l'émission et je bénis le Seigneur. Vous voyez, comme je le disais, la santé, c'est une conquête. D'abord, c'est une guerre et c'est une conquête de tous les jours. N'oubliez pas, on ne dit pas quel est ton état de santé. On doit te dire comment évolue ta santé. C'est une conquête de tous les jours. Et tout ce dont je vous parle, vous voyez que ce n'est pas que seulement l'alimentation, c'est tout un ensemble de choses, d'éléments, de facteurs qui jouent sur notre alimentation. Et c'est pourquoi le Seigneur nous le redit, et Jean le dit dans la parole, 3 Jean 2, il nous dit « Je souhaite que tu te portes bien à tous égards. » Tous égards, et que ta santé soit bonne, comme prospère l'état de ton âme. Donc vous voyez que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas cloisonnés. Nous n'avons pas des cloisons étanches. Tout s'interpénètre. Notre santé physique, notre santé spirituelle, notre santé professionnelle, notre santé de couple, notre santé familiale, notre santé sociale, tout s'interpénètre. Et lorsqu'il y a un des éléments, une des cloisons qui ne fonctionne pas, elle impacte sur tout le reste. Donc la santé, vous avez compris, c'est quelque chose de global qui intègre tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Il est bien important que je vous le dise. En arrivant tout à l'heure, j'étais encore en train d'écouter la radio, les informations à la radio, et j'entendais qu'aujourd'hui, le million de morts était déjà atteint en Europe. Et dans certains pays, on est en train de reconfiner à nouveau. Voilà, nous sommes dans une explosion pandémique. L'Afrique est plus ou moins épargnée, mais nous sommes aussi atteints. Mais nous devons tirer le son de tout cela. C'est une réalité qui est terrible. L'OMS le dit, il dit qu'en 2025, dans le monde, 29% de la population mondiale sera concernée. Et quand on vous dit 29% de la population mondiale, vous devez comprendre que ça tourne autour de 2 milliards d'êtres humains qui vont être touchés par une maladie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Covid-19, mais il n'y a pas que ça. On a d'autres maladies qui sont là, on n'en parle pas suffisamment. Nous sommes dans le mois du cancer.
Et je salue toutes les personnes qui œuvrent dans ce mois du cancer pour pouvoir lutter contre la maladie. Pas simplement faire des gestes barrières, mais aller en profondeur. Savoir pourquoi le mal a été venu et s'est installé. Nous sommes dans le mois du cancer et je fais donc un signe à toutes les personnes qui ont déjà été atteintes par la maladie et qui sont en train de trouver des voies d'issue. Cette émission, elle pour elles, et toutes les personnes aussi en prévention. Parce qu'il ne faut pas se dire, moi, jamais ça ne m'attendra pas. Non. Qu'est-ce que je fais justement pour que ça ne m'atteigne pas? Donc, on dit aujourd'hui que 29% de la population mondiale sera concernée par une maladie. Les pandémies de cancer, les pandémies de diabète, les pandémies de dépression nerveuse, de Parkinson, d'Alzheimer, d'arthrose, bref, et le Covid qui nous rattrape. La science fait de plus en plus de progrès. Nous avons de plus en plus d'hôpitaux, d'experts de tout genre. Mais pourquoi il y a cette explosion? Et l'homme est là, n'arrive pas à trouver des solutions efficaces. Et pourquoi depuis ce temps, notre corps n'arrive pas à résister? Vous l'avez compris, c'est justement parce que nous n'avons pas suffisamment été éduqués pour préparer ce corps que Dieu nous a donné pour être justement dans cet environnement, sur cette terre, un élément non pas de destruction, mais un élément porteur de création. Et donc, je vous avais abordé, on a décortiqué, je crois que j'ai été vraiment en profondeur avec des exemples concrets, en vous parlant donc des matériaux dont que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir résister sur cette terre à tout ce qui nous environne, à l'environnement immédiat, à la nature, aux agressions de toutes sortes. Nous sommes des merveilles. Nous sommes des merveilles vivantes et nous ne nous en rendons pas compte au quotidien. Et je vous avais parlé, on a eu à parler donc des nutriments, les 5 arsenaux de guerre, les nutriments, les enzymes, je crois que maintenant ces mots vous sont familiers. Oui. Les intestins, on a décortiqué la fois dernière le rôle de l'intestin grêle, du côlon et tout. On a parlé du microbiote. Je vous ai parlé du microbiote pulmonaire, du microbiote vaginal, du microbiote intestinal, du microbiote de la peau. Rappelez-vous l'impact de la peau et tout. Donc vous voyez aujourd'hui, il est important que vous vous connaissiez. Le grand général d'armée, Sun Tzu, dit « connais-toi toi-même ». Il dit « connais-toi toi-même » et c'est parce que tu te connais bien que tu pourras mieux connaître l'ennemi. Or, nous cherchons à bien connaître l'ennemi, à le neutraliser. Donc aujourd'hui, tout ce la science est en train de faire, c'est découvrir l'ennemi, donc le fameux Covid là, le neutraliser. Mais personne ne nous parle de comment nous-mêmes, en tant qu'individus, nous devons faire pour ne pas être atteints. Je l'avais déjà dit, les gestes barrières, c'est une chose, et ça, c'est recommandé. Mais ce n'est pas les gestes barrières qui vont vous empêcher. Vous voyez bien le président Trump, qu'il dit, il a refusé de mettre, il était contre les masques et tout. Mais il dit, mais même les personnes qui mettent les masques, on a remarqué qu'eux aussi, ils attrapent le Covid. Donc, vous voyez, c'est pas pour du tout dire que ce n'est pas important, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas cela qui va résoudre le problème. La solution est ailleurs. C'est de réfléchir et de se dire, mais pourquoi mon corps, lorsqu'il y a pandémie, nous sommes par exemple au Bénin, frère Nazaire, oui. Toi et moi et d'autres personnes, nous n'avons pas été atteints par la maladie. Et puis il y en a d'autres qui ont été victimes. La question c'est de dire, mais est-ce qu'ils ont péché ceux-là? Est-ce qu'ils sont, c'est une malédiction de Dieu? Non. Toute la question se trouve au niveau de notre système immunitaire. Et j'aborde donc le 5e arsenal de guerre, qui est notre système immunitaire. C'est ça qui fait la différence. Et donc, je vais aujourd'hui longuement, et sur les émissions qui vont venir, ça fait déjà 1 an que nous sommes pratiquement plusieurs mois que nous sommes déjà en train de débattre de cela. Je vais vous parler donc du système immunitaire. De toute façon, avec ce que j'ai déjà eu à dire, on a eu aussi notre pandémie du sida, qui a eu à faire des ravages, beaucoup de ravages. Et je crois que c'est déjà à l'occasion de cette maladie que beaucoup de gens ont commencé à comprendre ce que c'était que le système immunitaire, avec les lymphocytes, les TCD4, les TCD8, comment le rapport et tout. Et ça revient à l'ordre du jour. Vous voyez? De pandémie en pandémie, les virus, eux, ils ne se reposent pas. Il y a eu le sida, on a trouvé les rétro-antiviraux et
maintenant, ils attaquent du côté des virus, ils reviennent. Donc, nous sommes environnés de ces virus. Eux, ils cherchent à se reproduire. La logique d'un virus, pourquoi lui, il est là, c'est pour attaquer, détruire et se reproduire. Donc, plus il touche de corps et plus ça lui permet donc de pouvoir avoir des hôtes pour lesquels il va se développer. Donc, dans cette logique, il est important que vous compreniez quelle est la place de votre système immunitaire et d'y s'y préparer. Et déjà, vous l'avez entendu, je rappelle le témoignage du docteur Joyeux qu'on avait écouté dans les premières émissions, où il vous parlait déjà dans le ventre maternel. Oui, concernant, je me rappelle, voilà. Tu m'excuses, concernant l'humilité chez le bébé. Chez le bébé, exactement, dans le ventre. Oui, il parlait de coco immunitaire, que c'est l'enfant qui fait son immunité grâce à ce que la maman lui donne. Donc, le système immunitaire, c'est l'expert du contrôle bactérien. Là, on parle vraiment d'expertise. Il dialogue avec les bactéries. Vous allez voir, rappelez-vous, chaque fois que je vous parle, on parle de réseau cellulaire, donc de communication, d'éléments qui communiquent entre eux. Mais le système immunitaire, lui, c'est lui qui permet de dialoguer avec les bactéries. C'est lui qui contrôle leur diversité, qui les identifie, qui favorise leur répartition et qui maîtrise leur prolifération. Vous voyez, lorsqu'il y a une fièvre, ça veut dire qu'il y a des virus qui ont attaqué. C'est le système immunitaire qui va détecter la nature des virus et qui va essayer donc de les maîtriser. Et c'est pour ça que, comme je dis, nous sommes, toi et moi, assis, nous avons été piqués par les mêmes moustiques. 2 semaines après, toi, tu développes un palu. Mais moi, je n'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que mon système immunitaire a été beaucoup plus performant que toi. Il a pu identifier. Ça ne veut pas dire que le virus n'est pas rentré dans mon sang. Si, il est rentré, mais seulement il a trouvé en face de lui des soldats qui l'ont complètement neutralisé et il n'a pas pu passer les barrières pour atteindre le foie. Parce que vous savez que le palu, c'est dans le foie qu'il se développe. Donc, notre système immunitaire, il permet de maîtriser la prolifération des virus. Quand vous attrapez, par exemple, une maladie virale, comme c'est le cas du Covid, ou microbienne, cela ne dépend que, et j'insiste dessus, mes chers auditeurs, que de la qualité de votre système immunitaire. Le simple fait de constater que lors d'une pandémie, et c'est ce qui se passe actuellement, la pandémie du Covid qui touche la population mondiale, permet de valider cette approche que c'est par le virus que cette pandémie s'est installée. Et elle concerne toutes les maladies virales. Hein. On parle du Covid aujourd'hui, mais toutes les maladies virales, c'est bien le principe. La science est formelle. Lorsque nous prenons 1 mètre cube d'air, elle contient environ, tenez-vous bien, entre 1,7 et 40 millions de virus. Je ne sais pas si vous imaginez, quand je suis en train de vous parler, au repos, lorsque vous et moi, nous sommes là actuellement, frère Nazaire, oui. 17 000 à 400 000 virus pénètrent vos poumons à chaque expiration. Là où vous êtes là. 17 000 selon l'environnement. Sous la climatisation. Même sous la climatisation. Oh, c'est même là, puisque c'est un espace fermé. C'est dangereux. C'est un espace fermé. Les bactéries, elles ne se renouvellent pas. Elles sont là, elles s'installent. Donc, à chaque expiration que chacun d'entre nous sommes en train de faire, nous sommes en train de charrier des virus et des bactéries. 400 000 environ, selon l'environnement. Lors d'un footing, vous en allez, c'est 2 fois plus. Vous allez jusqu'à, quand vous êtes en train de faire un footing, c'est jusqu'à 2 millions à la minute de bactéries et de virus que vous charriez. En cas de Covid, comme vous voyez maintenant, lorsque vous projetez un éternuement, donc si quelqu'un est atteint du Covid et qu'il est à côté de vous et qu'il éternue ou qu'il tousse ou qu'il a des manifestations de raclure de la gorge et tout ça, 10 millions de virus jusqu'à 5 mètres. Est-ce que vous vous imaginez de quoi je parle? C'est pour ça que, comme on dit, quand on vous parle de distanciation, quand on nous parle de masque, c'est bien pour vous dire que le danger est là. Je vous dis que lorsque vous êtes atteint de la maladie et que vous toussez et que le virus, lui, il est déjà là dans votre organisme, vous toussez, vous éternuez ou vous exprimez justement des humeurs par l'extérieur, 5 à 5 mètres, quelqu'un qui est à 5 mètres, si vous n'êtes pas protégé par le masque, la personne reçoit à 5 mètres, elle va être contaminée. C'est incroyable. C'est une vitesse de 20 mètres par seconde. Le virus, ils sont extraordinaires. Ils sont là, ils passent à une vitesse, quand vous les regardez au microscope, c'est quelque chose d'impressionnant. Nous sommes environnés d'ennemis.
Et c'est pour ça que je vous dis que depuis le ventre maternel jusqu'à notre mort, nous devons être en guerre permanente. Une guerre qui se joue à la seconde. Nous ne nous rendons pas compte. Mais si nous pouvions imaginer ce que notre système immunitaire nous fait régulièrement, nous allons dire, hey, Dieu est grand. Parce que à chaque minute, à chaque seconde, le système immunitaire est obligé de neutraliser les virus, les bactéries, les mauvaises bactéries, les mauvais virus qui nous environnent. D'ennemis qui sont sujets à leur attaque en permanence. Si nous arrivons à faire face, c'est grâce à l'incroyable résistance de notre système immunitaire. Alors, je vous ai dit que c'est un véritable expert en reconnaissance, en gestion, en destruction virale, microbienne, et c'est une armure biologique. J'utilise des termes essentiellement de guerre pour que vous compreniez que c'est vraiment une guerre. Armure biologique. Connectée au microbiote. Rappelez-vous, connecté à votre microbiote, à différents microbiotes, microbiote intestinal, il est une armure biologique connectée au microbiote. Nul, je dis, aucun ordinateur au monde ne peut rivaliser avec nos cellules et notre système immunitaire en matière de santé. C'est une merveille. Et je vais donc rentrer dans les détails quand je vous dis système immunitaire, sans rentrer dans trop de détails. Je ne vais pas vous faire de la biologie ou de la science moléculaire, mais vous avez compris, j'ai parlé tout à l'heure des lymphocytes T, des lymphocytes B, des natural killers, on les appelle les NK, des macrophages. Les lymphocytes T, eux, ils sont produits, donc c'est les clés là. Nous sommes en train de parler du système immunitaire. C'est les clés. Elles sont produites par la moelle osseuse, donc c'est notre moelle osseuse qui produit les lymphocytes T. Voilà l'un des remparts de notre système immunitaire. Et les lymphocytes T représentent 80% de nos lymphocytes globaux dans le corps. Ils sont essentiels. Et c'est ce que je vous disais qu'avec le sida, on a pu identifier les TCD4, les TCD8, et que lorsque le rapport qui est prévu, c'est que ça doit être de 1,6, entre 1,6 et 2. Lorsqu'on fait le rapport, ça ne doit pas dépasser 2, 1,6 et 2. Si vous êtes en dessous, vous êtes sidéen. C'est-à-dire que le système, les lymphocytes T ont été dépassés dans leur système de protection. Donc, les lymphocytes T. Ensuite, vous avez les lymphocytes B. Les lymphocytes B, elles aussi, elles sont produites par la moelle osseuse et elles font un séjour dans le thymus et elles représentent 18% des lymphocytes globaux de notre corps, du sang. 80% de lymphocytes T, 20% de lymphocytes B et vous avez maintenant les natural killers, on les appelle les natural killers, les tueuses, les cellules tueuses. Oui. Elles représentent 2% des lymphocytes du sang. Elles sont des tueuses, elles sont des tueuses, c'est-à-dire que quand elles voient le virus de loin, elles ne l'approchent pas. Elles le voient, elles sécrètent un liquide. Certains liquides n'ont un qui est l'interféron. Et l'interféron, quand vous le voyez au microscope, c'est impressionnant. Vous voyez la bactérie, le virus qui apparaît, et vous voyez la cellule natural killer qui se positionne. Elles se mettent en boucle, et puis vous commencez à les voir, et elles sécrètent le liquide. Et vous voyez le liquide qui est bombardé comme vraiment quelqu'un qui est sous le coup des mitraillettes qu'on est en train de faire, et vous voyez le liquide, et vous voyez quand le liquide est sécrété, vous voyez la bactérie ou le virus qui explose. C'est impressionnant. J'ai eu à voir ça dans mes cours de nutrition, et j'ai dit, waouh! C'est pas possible. Notre corps est un guerrier. Et donc, les natural killers, vous voyez leur nom, on les appelle les tueuses naturelles. Naturellement, elles sont faites pour tuer, pour détruire ce qui est dangereux. Donc, ce sont des lymphocytes. Elles sont nombreuses et abondantes au niveau des régions qui sont notamment en contact avec l'extérieur. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Le microbiote de la peau. C'est là que nous avons le plus de natural killers. Elles se concentrent là pour que tout ce que nous avons dans l'environnement, les gaz d'échappement, la chaleur, le froid, le soleil, etc., l'environnement climatisé, tout ça, là où nous sommes là, dans un environnement climatisé, eh bien, nos lymphocytes sont en train de travailler parce qu'elles se disent, l'air n'est pas renouvelé. Comme l'air n'est pas renouvelé, il y a une concentration de microbes là, donc elles se manifestent parce que nous sommes en contact avec cet air climatisé. Nous disons, mais oui, ça nous fait du bien, ça nous rafraîchit. Mais le corps, lui, dit, mais moi, ça m'emmerde. Parce que, en fait, il n'a pas la possibilité de pouvoir favoriser leur dispersion.
Si mon système immunitaire se met en place ici et qu'il vienne neutraliser les bactéries, parce que avant que je rentre dans cette salle, et toi-même, frère Nazaire, avant qu'on rentre dans cette salle, il y avait déjà une vie qui était là, que tu ne vois pas, mais quand tu es rentré, elles t'ont environné. Elles sont là, elles se disent, tiens, il y a un individu qui est rentré, elles sont environnées, mais elles sont là. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'ouvrir les portes, de les aérer, et l'air aurait circulé toute la nuit. Pour balayer un peu. Pour balayer, et l'air qu'on respire ici serait un air sain. Or, quand on est sorti, on a fermé les portes. Donc, les bactéries se sont dit, bon, on n'a pas d'autres sur lesquels on peut se positionner, mais on stagne là. Donc, elles s'endorment, elles sommeillent. Et dès que toi, tu es rentré et que moi, je suis rentré, elles se sont mis au garde à vous et dit, oh, voilà de la chair fraîche. Et enfin. Elle en fait. Toute la nuit, là, depuis 6h, 7h, on n'a pas eu à manger. Donc, quand on rentre, elles se disent, waouh. Et puis, paf, elles nous attaquent. Quand vous le voyez au microscope, vous les voyez comme un nuage de microbes qui se mettent autour de nous. Et comme je vous dis, tout est dans la différence de notre système immunitaire. Quand moi, je suis rentré, si j'ai un meilleur système immunitaire que toi, tu verras autour de moi juste une fine couche. Parce que quand ils arrivent, les natural killers sont déjà en position pour dire, oh, approchez. Si vous essayez d'approcher ici, vous allez voir. Pam, pam, elles commencent à les neutraliser. Si toi, ton système immunitaire est moins fort, tu vas avoir une grosse couche parce qu'il n'y a pas de barrage. Elles arrivent et puis elles s'installent. Quand tu respires, elles rentrent dedans. Quand tu parles, elles rentrent dedans. Quand tu bouges, elles rentrent dedans. Dans les yeux, par la peau, puisque je t'ai dit que la peau respire, elles pénètrent. Donc, vous voyez l'importance de l'environnement. Ces cellules-là, ces bactéries, elles profitent de l'environnement pour pouvoir nous attaquer. C'est la même chose. Nous sommes dans un environnement où je vais en parler tout à l'heure, lorsque je vais parler donc de ce qui nuit au système immunitaire. On va parler du téléphone portable, on va parler des ordinateurs, on va parler des champs électromagnétiques. Je vais vous décortiquer ça pour que vous compreniez que, voilà, c'est des éléments qui nuisent à notre système immunitaire. Donc, je reviens donc à ce que j'étais en train de parler de ces lymphocytes, les lymphocytes T, les lymphocytes B, les natural killers. Nous avons les macrophages. Les macrophages, elles, à la différence des natural killers, elles, c'est les cellules, on dit que c'est les éboueuses. Vous voyez ce que c'est qu'un éboueur, hein? Ça là, les macrophages, c'est les éboueuses de l'organisme. Elles sont là positionnées, à la différence des natural killers qui attaquent de loin. Elles te disent rien. Elles sont là, et lorsque les virus approchent, elles ouvrent la gueule éboueuse et puis elles les avalent. Et quand elles les avalent, elles les détruisent. Et après, elles les éliminent. On les appelle les éboueuses, les macrophages, les éboueuses de l'organisme. Elles sont aussi redoutables. Alors, vous voyez cette armure biologique que nous avons. Et vous allez voir qu'il y a une interaction entre notre système immunitaire, notre système nerveux et notre système endocrinien. Système endocrinien, j'en avais parlé déjà, c'est tout ce qui nous glande. Si aujourd'hui il y a des gens qui ont le diabète, c'est parce que leur système endocrinien a été atteint. S'il y a des gens qui ont le cancer, les cancers du sein, les cancers de la prostate, pourquoi on parle de cancer hormonodépendant? Ils dépendent des hormones sécrétées par les glandes. Donc c'est le système endocrinien. Donc il y a une collaboration, en fait une interaction. Si les maladies neurodégénératives qu'on a aujourd'hui, l'Alzheimer, les dépressions nerveuses, la Parkinson, les maladies endocriniennes, comme je dis, les cancers qui se démultiplient, les maladies du diabète et tout cela, les maladies cardiovasculaires ont un lien étroit avec notre système immunitaire, vous l'aurez compris. Donc, il y a des actions du système immunitaire du système nerveux sur la réponse immunitaire, il y a des actions des cellules immunes sur les cellules nerveuses, et il y a les actions des glandes endocrines sur la réponse immunitaire. Collaboration. Si mon système immunitaire est en bas, j'aurai plus tendance à développer des maladies nerveuses. Donc vous voyez par exemple les femmes. Aujourd'hui, il y a une maladie qui touche beaucoup les femmes, c'est les maladies de la thyroïde. Hyperthyroïdie, hypothyroïdie. La thyroïde, c'est une glande là. Elle est comme en forme de papillon. Elle est juste au niveau de la base du cou. Et chez nous, les femmes, c'est une glande qui est essentielle parce que c'est elle qui détermine nos humeurs. Vous allez voir, il y a parfois des femmes, lorsque elles sont soit enceintes ou lorsque elles sont en préménopause, elles sont très colériques, elles sont nerveuses, elles sont irritables. Et souvent, on leur dit, mais pourquoi elle est comme ça? Les gens ne comprennent pas. En fait, c'est même pas elle ne le sait pas, c'est la thyroïde qui commence à être déréglée. Et l'hyperthyroïdie, c'est que la thyroïde sécrète plus d'hormones qu'il n'en faut. Donc là, il faut pouvoir la réguler. Et souvent, quand elle en sécrète trop,
la conséquence, c'est qu'elle va développer des nodules. Et des nodules qui peuvent devenir des nodules cancéreuses. Sinon, les personnes à qui on a enlevé les nodules, ou souvent on fait la thyroïdectomie, donc on va enlever la glande thyroïde, carrément. Elles sont handicapées à vie. Et elles vont rester sous des médicaments qui vont jouer le rôle de la thyroïde à vie. C'est terrible. Ça me rappelle un peu mes cours de la terminale. Hein, parce tu as vu on dit que quand il y a ça, c'est parce qu'on ne mange pas beaucoup de sel où il y a de l'iode. Voilà, c'est le problème de la carence ou de la présence d'iode. Donc, quand vous n'avez pas assez d'iode, vous êtes en hypothyroïdie. Quand vous avez trop d'iode, vous êtes en hyperthyroïdie. Vous voyez que c'est un jeu d'équilibre et de régulation. Et donc, vous voyez, vous avez vu l'importance de l'alimentation qui joue sur le fonctionnement des glandes. Voilà donc des maladies qui sont des maladies endocriniennes, diabète et autres, qui sont liées au fonctionnement des glandes. Comme vous avez problème, les insuffisances rénaux, les gens qui aujourd'hui sont sous dialyse, c'est les glandes surrénales qui sont juste positionnées au niveau des reins qui déterminent ça également. Donc vous voyez, nos maladies déterminent la qualité de notre système immunitaire. Si le système immunitaire est en force, donc quand nous conseillons les femmes qui sont passées chez les médecins ont mis les traitements, elles viennent chez nous et nous les accompagnons. Nous jouons beaucoup sur l'aspect sérénité. Nous les formons pour leur dire plus d'énervement, contrôle ton système. Parce que chaque fois que tu t'énerves, que tu piques une colère, que tu es irritable, que tu développes des questions, tu es préoccupé. Pourquoi ceci? Automatiquement, la thyroïde, elle s'emballe. Et elle commence à aller dans tous les sens et les manifestations sont là. Donc, bouffée de chaleur, trouble, évanouissement et tout. Donc, vous êtes en train de voir ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Pourquoi le système, comment nous sommes constitués avec notre système immunitaire. J'ai simplifié parce que là, comme tu dis, les étudiants en D ou quand ils rentrent en chimie ou en truc, quand on commence à parler de ça, c'est des cours des cours et des cours et c'est tellement intense, c'est tellement dense que on se rend compte que notre corps est une merveille. Donc, avant de restaurer l'efficience du système immunitaire, parce que là, je vous en parle, on va rentrer maintenant dans le concret. J'ai présenté un peu les éléments qui nuisent, qui constituent notre système immunitaire. Vous avez compris. Il faut restaurer. Mais qu'est-ce qui fait que le système immunitaire se dégrade? J'ai commencé déjà à en parler, l'alimentation, les intestins et tout, parce que vous savez, il est facile d'attribuer une maladie infectieuse à répétition à la virulence d'un virus. Je le dis, c'est facile. Aujourd'hui, le Covid. Ok, le Covid. Pourtant, on remarque que tous les individus, et je l'ai dit tout à l'heure, frère Nazaire, nous sommes exposés aux mêmes agressions et nous ne sommes pas touchés de la même manière. Comment ça se fait? C'est notre système. Merci. C'est donc notre système immunitaire respectif. Ils sont dotés ne sont pas dotés des mêmes capacités, comme celui du reste de l'organisme d'ailleurs. Donc le bon fonctionnement des organes qui constituent le système immunitaire peut être profondément mis à mal par un mode de vie inadapté, lequel commence dès avant la naissance. Je rappelle à nouveau aux auditeurs de repartir ce que le professeur Joyeux avait expliqué pour l'immunité de l'enfant dans le sein maternel. Mais les intoxications prénatales, on en parle, le tabac, et l'alcool, bien sûr, les femmes qui boivent de l'alcool. J'ai expliqué comment on a pu détecter dans les gènes de certains enfants des gènes liés à l'alcoolisme parce que leur père était alcoolique et qui avait donc des prédispositions qui pouvaient favoriser cela. Les médicaments. Vous savez, je vais vous parler d'un médicament qui avait fait défrayer la chronique en Europe. Je ne suis pas contre les médicaments. Ils sont parfois prescrits aux femmes pendant leur grossesse. Certaines situations l'exigent, je suis d'accord. Mais dans ce cas, le médecin fait de son mieux pour éviter tout risque de maladies génératrices, de monstruosité, de liens génétiques et autres. Cependant, il y a un médicament, et les gynécologues qui peuvent m'entendre et m'écouter le connaissent, on appelle ce médicament la thalidomide. Thalidomide. C'est un médicament qu'on a eu à prescrire à des femmes quand elles étaient enceintes et dont la prise s'est avérée à l'origine de monstruosités qu'on a constatées après la naissance. Et ça a été à l'origine de tumeurs des ovaires chez des adolescents de 15 ans dont la mère avait pris le médicament. Regardez ce que je suis en train de vous dire. On a montré le lien que la maman, lorsqu'elle était enceinte, elle a eu à prendre la thalidomide, là dont je parle. Et c'est à 15 ans
la fille qui était dans le ventre, les filles qui étaient dans le ventre de leur mère, à 15 ans, ces enfants vont développer, ces filles vont développer des tumeurs au niveau des ovaires. Oui. C'est terrible. Vraiment. Donc, vous voyez, un médicament peut pas générer d'altération, mais il est important de savoir que nous nous élevons, et moi je le dis, contre le credo tout le temps du médicament, selon lequel pour être active une molécule est nécessairement toxique. Attention, pas trop de médicaments. Parce que vous êtes en train certainement de vous sécuriser, vous les mamans, mais en fait, vous voyez, ça peut créer des enfants qui deviennent des monstres, et après, vous êtes quelque part coupable des tumeurs ou des cancers que peuvent développer vos enfants. Autre menace, je vais mettre un pavé dans la mare, mais je veux parler donc des échographies répétées. Vous savez, je bénis Dieu qui permet de ramener l'homme à des mesures beaucoup plus raisonnables. Vous savez qu'à une époque, lorsqu'on avait institué l'échographie, il y a cela à peine 30 ans, il y a environ 30 ans, que les échographies ont commencé à vraiment, les échographies, les radiographies du fœtus, on a estimé que c'était important de le faire et on faisait beaucoup, pratiquement tous les mois, on exigeait que les mamans viennent faire des échographies. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont constaté? N'oubliez pas que l'échographie, ce sont des ions. C'est des champs de laser électromagnétiques, des ions qui traversent la barrière cutanée pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, c'était tous les mois. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants qui subissaient trop de radio et d'échographie avaient des malformations à la naissance. Et donc, les comités scientifiques se sont réunis et ils ont réanalysé donc le process. Et aujourd'hui, ils ont ramené ça aux 3 principaux trimestres de la grossesse. Le premier trimestre, la maman doit faire une échographie. Le deuxième trimestre, elle doit faire une échographie. Le troisième trimestre, maximum 4 échographies qui sont imposées par la loi. Et encore, c'est même pas obligatoire. Mais vous voyez que aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a les arguments qui sont énoncés, les arguments pour l'échographie. On dit oui, mais l'échographie est quand même importante parce que ça permet de dépister des anomalies graves. Ça permet de préparer psychologiquement les futurs parents à la naissance de l'enfant. Et en cas de maladie, on les prépare déjà à des chirurgies. Et puis il y a les arguments qui sont contre l'échographie. Oui, c'est un dépistage erroné. De plus en plus de scientifiques disent que il y a des avortements qui sont décidés. Vous imaginez en Europe, peut-être moins en Afrique, mais il y a des avortements qui sont décidés par les parents car l'enfant n'est pas du sexe désiré. Oui, on a vu en Europe des parents aux États-Unis parce que à cause de l'échographie. Écoutez, moi j'ai eu toutes mes filles, je ne voulais même pas chercher à connaître le sexe. Et ça étonnait d'ailleurs le docteur. Il me dit mais vous voulez pas connaître le sexe? J'ai dit ça, mais peu importe. L'enfant, là, c'est un don de Dieu. Mais l'échographie, voilà, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, ok? Mais il y a des parents qui disent, moi, je veux un garçon, je veux un garçon, je veux un garçon. Et en Chine, on s'est rendu compte que ça se passe beaucoup. Les parents voient que c'est une fille, on décide de faire un avortement. Les parents disent, ah, non, on ne veut pas de fille, c'est un garçon qu'on veut, donc on fait passer la grossesse. Un crime contre cet enfant qui est déjà un être humain. Donc, beaucoup de façons, il faut le retenir, je l'ai dit, ne sont pas nuisibles sur les tissus adultes, mais ils peuvent créer des innocuités sur l'embryon. Et je vais vous donner le témoignage d'une sage-femme qui a dit ce qu'elle a observé lorsqu'elle faisait des échographies. Elle fait des échographies et qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, j'observe l'attitude du fœtus pendant l'examen. Elle est très révélatrice. Lorsque je mets le liquide sur le ventre de la maman, j'observe que l'enfant se cache. Et avec la sonde, j'essaie de le localiser. Mais il essaie de se cacher parce qu'il sent comme un intrus qui est en train de le perturber. Oui, un danger qui vient. Il a des gestes très élaborés. Et notamment, elle dit que vers le 4e mois de la grossesse, il porte les mains sur ses oreilles. Frère Nazaire, écoute-moi ce témoignage. Il dit que lors de l'échographie, parce que vous voyez le bruit que ça fait, l'appareil est là, et puis ça fait très bien. Elle dit qu'à partir du 4e mois de la grossesse, qu'est-ce qu'elle observe? Elle voit l'enfant qui met les mains sur ses oreilles pour parer au bruit assourdissant des ultrasons. Parce que la maman, elle ne le perçoit pas. Elle entend le bruit, mais c'est l'enfant qui reçoit tout le bruit. Et voilà ce que cette femme, elle observe.
Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ces propos alarmants justifient la question. A-t-on le droit de prendre le risque de faire souffrir un fœtus au nom de l'aventure scientifique? Nos mamans ont eu des enfants, 10 gosses, 8, 20 gosses. Elles n'ont jamais fait ça. Et nous sommes là aujourd'hui, debout. Nous sommes en pleine forme, il n'y a pas d'échographie. Est-ce que faire souffrir un fœtus, chercher à savoir, fait forcément, on tient compte de la prospérité et de la bonne santé de l'enfant. Vous voyez que c'est un stress sur la santé de l'enfant à venir, et en particulier pour son développement normal. Donc, apprendre avec précaution. Mais voilà. Est-ce qu'on peut s'en passer? Ben oui, bien sûr qu'on peut s'en passer. passer. Dans le monde où nous sommes. Dans le monde que puisqu'on nous explique toujours, on nous explique que oui, si on ne le fait pas, voilà les dangers. Voilà les dangers. Oui. Mais on ne dit pas comment il faut faire justement pour ne pas être amené à faire une échographie. Comme moi, je vous dis, quand je voulais faire mes échographies, même si c'était imposé, mon docteur gynécologue me connaît, il dit, mais Madame Pliard, Madame Thévoyagère, vous êtes têtue. Parce que quand je l'ai vu le premier mois, le premier trimestre de la grossesse, il m'a donné rendez-vous pour le deuxième trimestre. Et bien, je ne suis pas allée. Et je suis revenue le voir le troisième trimestre. Il dit, mais Madame, pourquoi vous n'êtes pas venue? Je dis, mais mon bébé se porte bien, il n'y a rien du tout. Il dit, mais c'est pas vous qui décidez. Je dis, si, je décide parce que je sais comment je m'entretiens, comment je mange, comment je traite, et puis je le sens. Sein. Et puis il est dans mon sein parce que je le sens bouger. Il riait, il disait vraiment, au moins vous savez où vous occupez bien de vous. Parce que je dis, c'est justement, la science aujourd'hui, elle devient trop intrusive. Vous voyez aujourd'hui, on a montré aussi les dangers des scanners. Il y a des personnes, trop de scanners peut créer encore d'autres maladies. Donc là, toute science, ok. Mais il faut que nous ayons toujours qu'on appelle le principe de précaution et ne pas en faire trop. Donc, je parle donc des échographies, je parle du traumatisme de la naissance. Il y a un grand professeur qui a montré aujourd'hui que dans les maternités, qu'on devrait éviter de faire accoucher les femmes avec des lumières blanches, comme celles que nous avons ici. Parce que ces lumières blanches-là sont agressives. On recommande, et maintenant dans beaucoup de maternités aux États-Unis et ailleurs, on met de la lumière tamisée. On met de la lumière tamisée, un peu jaune, qui tamise l'espace pour ne pas créer de stress sur la maman. Et surtout pour le bébé. Parce que quand il va sortir là, il était dans un environnement qui était clair-obscur. C'était dans le ventre de maman, la lumière ne pénétrait pas. Il était là dans ce cocon-là, et puis tout va. Et brusquement, il sort, et puis il y a la lumière comme ça qui l'environne. Parfois, c'est pour ça qu'il crie. Parce qu'il dit, mais trop de lumière. Voilà des sources d'agression, et on recommande donc de diminuer aujourd'hui la luminosité autour pour favoriser et pour aider les mamans. On a montré que des mamans avaient des stress post-accouchement liés à cela. Parce que il y avait tellement de bruit autour, les sages-femmes qui parlaient, elle était dans sa douleur, il y avait du bruit. Et quand elles ont accouché, elles ont développé après des dépressions nerveuses. Et on a montré le lien entre l'environnement dans lequel l'enfant naît. Maintenant, je vais vous parler d'un autre élément qui est essentiel et qui concerne donc les agressions du système immunitaire subies dans l'enfance. Je vais parler d'un sujet à polémique, mais il est important, et dans la justesse, dans la science, il faut qu'on essaye d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Et je vais m'aider donc de docteurs. On va écouter un grand docteur tout à l'heure qui va vous expliquer ce dont je suis en train de parler. Je veux parler donc de la vaccination systématique et précoce. Aujourd'hui, vous savez, dans le monde scientifique, il y a deux théories qui se confrontent. Il y a les partisans de la vaccination et ceux de la liberté vaccinale qui revendiquent le libre choix de disposer de son corps. Qui a raison? Moi, je ne veux pas prendre position. Mais moi, en tant que naturopathe, en tant qu'analyse autour de moi de ce que je vois, je ne suis pas scientifique de laboratoire, je suis une observatrice de la vie. Je pose quelques questions simples qui me semblent découler de la plus élémentaire prudence, à savoir: est-ce qu'on a le droit de vacciner un être vivant dont le système immunitaire est immature? C'est une question que je pose. Vous savez donc que notre cerveau, le cerveau de l'enfant, le professeur Joël vous l'a dit, triple de poids la première année de sa vie. C'est un appareil ou un système organique est rarement opérationnel. C'est pour ça qu'on vous dit que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des veaux. Le lait de vache est adapté au bébé veau. Le lait humain est adapté au bébé parce que nous, la constitution
de notre cerveau, comme je vous ai dit, c'est à la 3e année de la vie que le cerveau a fini d'être constitué. J'ai posé une question. Le système immunitaire est encore immature. Le professeur Joyeux vous l'a expliqué, il vous dit, c'est à cause des agressions qui nous environnent que le système devient mature. Déjà dans le ventre maternel et avec la naissance, l'enfant quand il sort, il est environné de microbes. Et c'est ça qui lui permet de faire mûrir son système immunitaire. Parce que, comme je vous dis, une arme qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'enrouer. Elle va ne pas être, ne sera plus opérationnelle. Donc, elle ne pourra plus faire son travail de manière opérationnelle. C'est pour ça que vous voyez les armuriers, ils sont toujours en train, quand ils sont dans leur boutique là, ils prennent toujours des produits pour nettoyer les armes, pour que le futur acheteur, quand il viendra le prendre, il ne voit pas une arme complètement rouillée. Donc, regardez ce schéma que je suis en train de vous donner sur le système immunitaire. Est-ce que nous avons la possibilité, si notre système doit mûrir, pourquoi ne pas favoriser rapidement sa maturité en le laissant s'exercer au niveau de l'environnement? Il y a aujourd'hui un débat autour de cela. Il y a des vaccins qui sont incontournables, je suis d'accord. Comme le DTP, le polio, la rougeole, la coqueluche, voilà. Ces vaccins-là, nous on l'a fait, nos enfants l'ont fait. Aujourd'hui, le débat en Europe, et vous savez que le professeur Joyeux a été l'un des virulents, il a même été condamné pour ça. Il a été, pas condamné, mais il a été emmené en justice par les tenants du tout vaccin. Et il défendait la cause pour dire, aujourd'hui, on est en train de passer de 4-5 vaccins obligatoires à 11 vaccins obligatoires. 11 vaccins obligatoires. Et vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Et lui, il dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Et en plus, qu'il est en train de dénoncer, c'est que dans ces vaccins, on utilise des adjuvants qui sont de l'aluminium. Et il va démontrer donc les dégâts de l'aluminium. Je vais vous laisser écouter un passage d'une conférence qui a été faite par le professeur Romain Gérardi. Il est le docteur neurologue. C'est un Français et il a écrit un livre qui s'appelle Toxic Story, où il raconte la genèse de l'aluminium et à quel moment l'aluminium a commencé à être introduit dans les vaccins au niveau mondial que nous utilisons aujourd'hui. Vous allez l'écouter. La question de l'aluminium dans les vaccins. Alors, il est utilisé, cet aluminium, dans les vaccins depuis les années 1920, où les Anglais l'ont proposé comme adjuvant des vaccins, à la fin des années 1920. Qu'est-ce que c'est qu'un adjuvant? Un adjuvant, c'est ce qu'on met dans un vaccin pour renforcer de façon non spécifique mais puissante la réponse immunitaire, pour que l'antigène, c'est-à-dire le petit fragment de bactérie ou de virus qu'on met dans le vaccin pour apprendre au système immunitaire quelle est la bactérie ou le virus qu'on veut tuer, cette invention donc des adjuvants est une invention française. C'est Gaston Ramon, un pasteurien des années 1910-1920 qui l'a inventé. C'était très simple. Comment est-ce qu'il s'en est aperçu? Il avait purifié l'anatoxine diphtérique, donc l'antigène de la diphtérie, de façon très très bonne. Et il s'est aperçu que plus il purifiait son antigène, son anatoxine, et moins il arrivait à induire une réponse immunitaire. Il travaillait chez des chevaux à l'hôpital de Garches à l'époque. Et donc, il était désespéré de voir que sa toxine purifiée donnait de très mauvaises réponses en termes immunitaires, jusqu'au moment où un cheval fait une réponse exceptionnelle. Et le palefrenier vient le voir en disant « Ah oui, mais ce cheval, il a quelque chose de spécial. Il a fait un abcès au site de la vaccination. On a du mal à nettoyer la peau avant de le faire, et donc il a fait une infection là. Et donc à ce moment-là, Ramon a eu l'intelligence de dire, mais alors peut-être qu'en plus de l'antigène, le système immunitaire a besoin qu'on lui donne un produit irritant qui va permettre la construction d'une bonne immunité contre le vaccin. Et donc, de façon la plus empirique du monde,
il a commencé à se dire, mais voilà, finalement, qu'est-ce que je pourrais mettre comme irritant? Il dit, quand je mange des biscottes dans mon lit, quand on m'apporte mon petit déjeuner au lit, et que la biscotte se casse, après, si je ne nettoie pas bien mon lit, je me gratte, et donc ça m'irrite. Donc il a commencé à mettre des miettes de pain. Miracle, les miettes de pain faisaient un effet. Après, il a dit, je ne vais pas proposer à mes collègues de mettre des miettes de pain, c'est pas très très raisonnable. À quoi ressemble une bactérie? Finalement, c'est des petites boules. Je vais mettre du tapioca. Je vais prendre un tapioca très fin, très fin, très fin, et puis je vais mettre du tapioca. Miracle, le tapioca, formidable adjuvant vaccinal. Et donc, il décrit le principe des adjuvants vaccinaux. Et puis, naturellement, les Anglais se saisissent de l'affaire, les Anglo-Saxons, en disant ces Français ne sont pas raisonnables avec leurs miettes de pain et leur tapioca. On va faire les choses sérieuses. Nous, on croit à l'industrie. L'industrie de l'aluminium est très intéressante. Regardons si des sels métalliques divers marchent. Et au miracle, ils tombent, sans comprendre du tout pourquoi, sur l'évidence que quand on met des sels d'aluminium dans un vaccin, ça augmente de façon très puissante la réponse au vaccin. Et donc, en 1926, un certain Glenny propose les sels d'aluminium comme adjuvant. Et donc, il faut bien voir que dans l'histoire des vaccins, les vaccins ont été au départ très peu nombreux. Jusqu'aux années 80, jusqu'à la fin des années 80, on recevait quoi? La diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG. C'était les 4 vaccins disponibles. Et donc, ces vaccins administrés en faible quantité dans la population ne posaient pas de problème. Et donc, tout le monde se dit, ça ne pose pas de problème, donc ça ne posera pas de problème. Et donc, progressivement, on s'est mis en œuvre d'utiliser ces adjuvants aluminiques dans les vaccins en augmentant le nombre de vaccins. Donc on est passé de 4 à 10, puis 15, puis 20 vaccins. Et donc actuellement, sur les 11 vaccins que notre ministre veut rendre obligatoires, il y en a 5 qui sont adjuvantés avec l'hydroxyde d'aluminium. Et si on prend tous les vaccins disponibles actuellement, il y en a 60% qui contiennent des adjuvants aluminiques. Vous venez d'écouter le professeur Gérardi. Il vous a expliqué comment aujourd'hui nous sommes, que ce soit 100% des vaccins actuels ont des adjuvants aluminiques. Et la substance, cet adjuvant, on l'appelle l'hydroxyde d'aluminium. Vous avez bien entendu le professeur Gérardi. L'hydroxyde d'aluminium. Donc, aujourd'hui, c'est une guerre aux vaccins. Pourquoi je vous dis, il y a des industries, l'industrie pharmaceutique, l'industrie scientifique qui est en train de vouloir décupler. Et le Covid ne va qu'amplifier cela. Retenez bien qu'aujourd'hui, il y a près de 120 nouveaux vaccins qui sont en préparation et qui sont préparés, programmés par l'OMS. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est une industrie de fric. Le chiffre d'affaires des industries du vaccin augmente chaque jour de 20% par an. On parle de milliards de dollars. Mais au détriment de quoi? De notre système immunitaire. On dit un corps qui reçoit 11 vaccins, un corps dans lequel on inocule autant de vaccins, le corps va perdre de sa capacité à résister. Il devient un corps assisté. Il n'a plus les moyens de s'exercer lui-même pour pouvoir lutter. Et le professeur Gérardi va, dans la deuxième partie de cette émission, vous montrer et vous parler de comment on a, avec des analyses, des études scientifiques qui ont été clairement mises en évidence, autrichiennes, chinoises et autres, qui montrent aujourd'hui le lien entre l'aluminium qu'on a dans les vaccins et la maladie d'Alzheimer. Vous m'entendez? La maladie d'Alzheimer a un lien avec les vaccins. L'aluminium qu'on n'arrive pas à éliminer du corps et qui va générer la maladie d'Alzheimer. Il va expliquer également que les cancers du sein, vous allez entendre le professeur Gérardi, ils ont fait des études très pointues. On a montré que les antitranspirants, on en parlait la fois dernière, frère Nazaire, où je vous disais que le tout chimique, que nous soyons préservés de cela. Nos mamans n'avaient pas de cancer. Mais aujourd'hui, on a institué les antitranspirants, les roll-on que nous mettons dans les aisselles pour soi-disant enlever les odeurs corporelles.
Dans ces roll-on-là, les adjuvants qu'on a utilisés, c'est de l'hydroxyde d'aluminium. Parce qu'on a découvert que l'aluminium permet donc de neutraliser les odeurs. Donc, ils mettent de l'aluminium dedans. Et on a remarqué, depuis que les antitranspirants là ont été mis sur le marché, le marché de l'industrie, sur le marché de la consommation, il y a eu une augmentation exponentielle des cancers du sein. Et qu'est-ce qu'on a observé? Que c'est surtout du côté gauche que les cancers du sein se développent. Justement de ce rôle qu'on prend le roll-on ou le transpirant, où on fait psh, psh, qu'on envoie là, et ben ces substances aluminiques là vont rentrer dans le corps et vont aller perturber le système hormonal et ça déclenche très vite des cancers du sein. Et ils ont montré de manière scientifique, vous avez entendu le professeur Gérardi, il explique, c'est pas des suppositions, c'est des études scientifiques qui l'ont démontré. Donc, le cancer du sein aujourd'hui, j'en appelle, quand on est dans le mois du cancer, je parle à toutes les femmes qui sont atteintes par le cancer ou celles qui veulent se prémunir du cancer. S'il vous plaît, mes sœurs, arrêtez d'utiliser ces antitranspirants. Je suis peut-être un peu radicale, mais je dis quand la maladie est là, on n'a plus le moyen de faire demi-tour. Combien de femmes j'ai vues qui sont mutilées aujourd'hui, elles n'ont qu'un sein. On a dû faire une ablation totale du sein qui était atteint. C'est terrible. C'est pour ça que je vous dis les mesures de précaution. Vous avez, vous le savez aujourd'hui, des méthodes naturelles. J'en ai parlé la fois dernière. J'ai parlé de l'huile de coco que vous pouvez mélanger avec du citron. Je vous ai parlé de la bicarbonate de soude, la poudre de bicarbonate que vous pouvez mélanger avec de l'huile de coco. Et il y a des huiles essentielles comme le tea tree, l'arbre à thé, on en a au Bénin. L'arbre à thé, on en vend dans notre boutique au centre. Il y a l'arbre à thé, il y a une autre essence qu'on appelle le palmarosa. Ce sont des antifongiques, des antibactériens remarquables. Vous les mélangez et ça coupe l'odeur, sans les effets secondaires de ce que vous achetez dans le commerce. Revenons à des gestes simples, protégeons notre corps. Le professeur Gérardi vous parle donc de l'impact de l'aluminium dans les produits industriels. Est-ce que vous savez que la levure chimique que vous utilisez, les femmes qui font de la boulangerie et autres, la levure chimique que vous utilisez pour faire des gâteaux, dans la levure chimique, il y a de l'aluminium. Donc, vous êtes parfois en train de manger des pâtisseries, des friandises, des confiseries qui contiennent de l'aluminium. Les croissants, les pains au chocolat contiennent de l'aluminium puisqu'elles ont été faites avec de la levure chimique qui contenait de l'aluminium. Le professeur Gérardi vous en parle. Vous ne savez peut-être pas, mais ce qu'on appelle la levure chimique, qui a remplacé progressivement dans les pâtisseries industrielles la levure de boulanger, la levure qui est un champignon, connu de très très longue date, eh bien, cette levure chimique, c'est soit du bicarbonate de soude, soit des sels d'aluminium. Et donc, sans le dire, quand vous voyez levure chimique marquée quelque part, eh bien, c'est de l'aluminium. Donc, cet aluminium est utilisé comme levure chimique. Cet aluminium est utilisé comme un blanchisseur. Donc, quand on veut avoir un beau produit bien blanc, eh bien, on met de l'aluminium dedans. Si on veut avoir une poudre de lait de bébé bien blanche, pour que la maman ait envie de donner ça à son bébé, eh bien, on met de l'aluminium parce que c'est blanchissant. Si on veut blanchir ses dents, on met de l'aluminium dans les pâtes dentifrice. Les utilisations de l'aluminium sont réellement universelles. Et notamment, les cosmétiques en contiennent beaucoup, et plus particulièrement les antitranspirants, parce que l'aluminium est à la fois bactéricide, c'est-à-dire qu'il tue les producteurs de mauvaises odeurs, et il semblerait boucher un petit peu les pores de la peau au niveau des aisselles, et donc diminuer la sudation, la production de sueur. Et donc, forcément, ce caractère extrêmement répandu de l'aluminium dans notre environnement fait que on commence à repérer, et depuis un certain temps déjà, des effets néfastes certains ou hautement probables. Par exemple,
La maladie d'Alzheimer a été décrite en 1905 à Francfort par Alois Alzheimer. Et c'est dans cette même ville de Francfort que, à la fin des années 1870, on avait décidé d'utiliser l'aluminium pour blanchir l'eau, pour prendre une eau turbide, trouble, avec des tas de suspensions colloïdales dedans, dont on veut se débarrasser. Vous mettez de l'aluminium dans cette eau et l'eau devient pure et cristalline, et donc très appétissante et donne envie de la boire. Eh bien, à Francfort, on a utilisé la première fois l'aluminium pour le blanchiment des eaux, et donc Alois Alzheimer a décrit sa maladie en 1905 dans cette même ville. Et donc, depuis, on sait que les patients d'Alzheimer meurent, on leur prélève leur cerveau, et leur cerveau contient de façon très habituelle des très grandes quantités d'aluminium. Donc les gens se sont posé la question de savoir, est-ce que c'est l'aluminium qui causerait la maladie d'Alzheimer? Je pense qu'il n'est pas possible actuellement de le dire comme ça, mais ce qui est absolument certain, c'est que tous les effets qu'on a pu démontrer au plan expérimental de l'aluminium sur le système nerveux central sont des effets qui sont exactement ceux qu'on observe dans la physiopathologie de cette maladie. Donc, la présence d'aluminium dans un cerveau d'Alzheimer, s'il n'est pas la première cause ou la cause de la maladie d'Alzheimer, il ne peut être, et c'est absolument inévitable, qu'un facteur d'aggravation. C'est-à-dire que si on met de l'aluminium dans un cerveau qui a une prédisposition à faire une maladie d'Alzheimer, c'est inévitable. Ça va accroître, rendre la maladie plus fréquente, plus précoce, plus rapidement évolutive, plus grave. Donc, ça, c'est un premier niveau de préoccupation qui trouble les neuropathologistes depuis les années 60-70. Un autre trouble est celui du cancer du sein, où un groupe australien, puis après un groupe anglais, et maintenant un groupe suisse, et puis un groupe autrichien, ont montré la chose suivante, c'est que le cancer du sein, qui était initialement distribué dans les années 1920-1930 de façon assez homogène dans les différents cadrans du sein, progressivement, avec le temps, a augmenté de fréquence de façon considérable, et deux, s'est progressivement localisé dans le cadran supéro-externe du sein, c'est-à-dire à proximité immédiate de l'aisselle. Il y a même des équipes qui ont trouvé que les cancers du sein étaient plus fréquemment situés dans le sein gauche, c'est-à-dire du côté où avec la main droite, on va avoir tendance à mettre plus d'antiperspirants sous le bras. Tout ça, ça n'était que des indications indirectes, il n'y avait pas de preuves formelles. Et puis, les Anglais ont mesuré la quantité d'aluminium dans la tumeur. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des très grandes quantités d'aluminium dans les tumeurs de cancer du sein. Chez une même personne, si on prend la tumeur par rapport à de la glande normale, chez une même personne, la tumeur est très riche en aluminium. Ensuite, des équipes de cancérologues ont pu induire des modifications oncogéniques avec l'aluminium sur des cultures de cellules mammaires de souris ou d'hommes ou de femmes, et montrer qu'il y a des effets oncogènes sur l'ADN qui produisent un effet, une cancérisation des cellules normales. Et puis chez la souris, quand on les expose à cet aluminium, les souris vont faire des cancers mammaires. Ce cancer mammaire va être plus rapidement métastatique que si c'était un cancer spontané. Il y a des souches de souris qui font des cancers mammaires spontanés. Donc, l'évidence d'une très probable liaison entre les antitranspirants à base d'aluminium et le cancer du sein restait pendant longtemps des arguments préoccupants, mais pas absolument définitifs.
jusqu'à ce qu'une étude qui est parue au mois de mai ou juin dernier, autrichienne, a montré, par une étude épidémiologique très bien faite, qu'effectivement, il existait une association épidémiologique entre l'utilisation des antiperspirants utilisant de l'aluminium chez les femmes quand elles avaient commencé les applications avant l'âge de 30 ans, quand elles l'utilisaient de façon multiple tous les jours, donc par exemple les jeunes sportives, et quand elles le faisaient sur des aisselles rasées, ce qui est quand même le cas le plus habituel actuellement dans la population. Et que ces trois éléments étaient tous associés à une prévalence de cancer plus importante et à une quantité d'aluminium plus importante dans le cancer du sein de ces femmes. Donc vous êtes en train de comprendre pourquoi je suis en train de vous dire que c'est des menaces. Les vaccins qui contiennent l'aluminium, on en a déjà 6 ou 5 qui rentrent dans le corps, mais quand on veut passer à 11 maintenant, c'est une guerre pour empêcher une industrie de s'enrichir au détriment de notre santé, soi-disant pour nous protéger, mais en fait finalement, on affaiblit notre système immunitaire. Il y a également un dernier élément, et ça aussi le professeur Gérardi en parle, on pourra le développer dans la prochaine émission, c'est le lien qu'il y a entre la présence d'aluminium dans les vaccins et l'hypofertilité chez les hommes. On a remarqué que les hommes qui consomment beaucoup d'aluminium dans le sang, leurs spermatozoïdes baissent en termes de fertilité. Voilà mes chers amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vous voyez que le sujet est passionnant et dense et que nous avons encore beaucoup de choses à dire. Donc on se revoit pour la prochaine émission pour creuser tout cela. Voilà, donc dans la prochaine émission aussi, nous allons montrer les éléments qui affaiblissent le système immunitaire, voilà. Puisqu'on l'avait avancé. Je crois que dans l'émission du mois prochain, on va essayer de parler de ça. Tu avais parlé de téléphone portable. Exactement. De quoi encore maintenant, l'ordinateur. Voilà, les ordinateurs, tout, les voilà. champs électromagnétiques et tout. Voilà, tout ça. Donc, on va y revenir. Très bien. Pour expliquer comment ça voilà. agit. Ça agit oui, sur le système immunitaire. Voilà. Nous allons prier, Daniel, pour descendre de cette émission. Voilà, nous remercions le Seigneur qui nous fait rentrer dans la connaissance. Tu as dit, Seigneur, que ton peuple périt faute de connaissance, parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes, nous ne savons pas la merveille que nous sommes. À travers ces émissions, Seigneur, ouvre-nous notre intelligence. Fais-nous comprendre ce que tu as voulu pour l'homme. Un homme debout, un homme en pleine santé, un homme qui soit là pour servir l'humanité et non pas pour la détruire. Un homme qui te glorifie. Assiste-nous, guide-nous, inspire-nous par ton Esprit Saint et que ta mère, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de bonne délivrance nous assiste pour faire tout ce que tu nous dis de faire pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Si ça vous a plu, prenez le rendez-vous le dernier samedi du mois prochain, puisque ça se passe tous les derniers samedis du mois. La sœur Plia, Daniel Plia et Nazen Apollon Alagbe, on serait encore là pour vous entretenir sur les arsenaux de guerre, c'est ça, hein? Exactement. Donc, à la fois prochaine. À bientôt. Chercher la sainteté.